Bonjour à tous, c'est Prof et Geek. Je suis très heureux de vous retrouver pour ma vidéo sur mes lectures du mois de mai 2021. La vidéo a un peu de retard, je sais, mais j'ai été pas mal occupé par des raisons personnelles et par le travail. Maintenant que je suis bientôt en vacances, je prends enfin le temps de la tourner et j'enchaînerai très rapidement pour vous sortir celle sur mes achats et sur mes lectures du mois de juin qui viendront d'ici une dizaine de jours, je pense, après l'apparition de cette vidéo-là. Au programme de la vidéo, du manga, du DC Comics, et du comics indépendant. On commence par les mangas. Je vous ai parlé dans ma vidéo précédente sur mes achats comics manga de ce mois-ci de Goblin Slayer chez Kurokawa. Dans la vidéo précédente, je vous avais dit que j'avais dévoré les 2 premiers tomes que j'avais achetés dans un bundle et que j'en avais profité dans la foulée de prendre les 2 suivants. Donc j'ai lu les 4 premiers tomes d'entrée. Je me suis vraiment régalé. J'ai même qualifié ce manga de successeur potentiel au mythe qu'est le manga Berserk. Je sais, la comparaison est osée. Comparer Berserk, manga iconique qui a 40 numéros, avec un jeune manga qui n'en a qu'une dizaine, c'est osé, mais je fais la comparaison pour plusieurs choses. Les mondes se ressemblent un petit peu, avec des créatures magiques, des humains qui les combattent. Ça, dans le lot, ça ressemble assez à Berserk, même si c'est pas la première priorité de Berserk. Alors, sur un grand arc qui est l'arc des faucons, où là c'est plutôt, on voit Guts qui dans Berserk aide Griffiths à créer son armée, etc. Il n'y a pas ce côté là dans Goblin Slayer, mais il y a vraiment la chasse aux monstres qu'on retrouve dans tout le reste de la continuité de Berserk aussi, et qui est bien présente ici. Même si là pour l'instant ça se concentre uniquement sur les gobelins, puisque c'est le titre, hein, Goblin Slayer, le chasseur de gobelins. Le héros s'appelle d'ailleurs en français le crève-gobelin. Tout comme dans Berserk, le héros du manga commence d'abord par travailler seul, puis petit à petit monte une équipe. Alors si vous êtes adepte du jeu de rôle médiéval fantastique, vous allez vraiment retrouver les mêmes bases que dans vos parties. Vous avez un univers donc médiéval fantastique avec plusieurs races comme les humains, les elfes, les nains, ainsi que des hommes lézards. Et pour l'instant, on n'en a pas vu d'autres dans les 4 premiers numéros. Il y en aura peut-être après. Ça peut faire penser à plusieurs jeux de rôle que vous pouvez connaître médiéval fantastique comme Hearthstone, où il y a bien la classification avec les différentes races, Warhammer, Donjons et Dragons, etc., etc. Les aventures du Crève-Gobelin, c'est vraiment des parties de JDR. Il faut à la fois voir un peu les forces de chaque membre du groupe, les avantages qu'on peut en tirer. Il y a vraiment de l'ingéniosité comme certains joueurs à l'ancienne peuvent avoir. Pour ceux qui ont lu les quelques premiers tomes, le coup du parchemin, j'en dis pas plus, mais c'est du génie. Si un jour je peux le refaire, je le fais en partie de JDR, ça c'est clair et net. Au niveau du dessin, c'est vraiment très bien travaillé. Le dessinateur fait vraiment un très gros travail. Kosuke Kurose, franchement chapeau, les dessins sont magnifiques. Regardez cette planche, si celle-ci elle ne vous fait pas penser à Guts dans son armure du Berserker, je comprends plus rien. Vraiment, l'auteur s'est clairement inspiré et a rendu un bel hommage. Je vous mets en comparaison avec l'œuvre de Miura. Voilà, il y a des points similaires graphiquement. Voilà, c'est un bel hommage et c'est pour ça que je qualifie ce bébé de potentiel successeur qui va partir dans une autre voie. Voilà, c'est pas un copier-coller. Les dessinateurs et le scénariste vont ailleurs mais s'inspirent clairement. On voit le groupe qui s'agrandit, on voit les différentes espèces. Voilà, tout tourne autour du crève-gobelin, son groupe, la classification qu'il y a chez les chasseurs, puisque ce sont des chasseurs de monstres. Hein. Donc voilà, quand on commence, on est tel rang, il y a tant de rangs, une dizaine de rangs pour arriver directement à être des légendes. Et il faut savoir que le crève-gobelin, parmi les chasseurs de monstres qu'il y a sur le marché, c'est un des meilleurs. Voilà, j'attends de voir la suite, puisqu'il y a 10 tomes dans la série régulière. Bon, moi j'ai acheté, là j'ai lu les 4 premiers. Le 5e, je l'ai acheté au mois de juin, je l'ai lu, je l'ai dévoré. Il faut que j'achète les 5 manquants et également les extensions qu'il y a dans les spin-offs dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo. J'ai hâte de découvrir la suite de ces aventures. Je vous conseille fortement ce manga. Si vous êtes fan de jeux de rôle, si vous aimez le médiéval fantastique, ce bijou est fait pour vous. Si je devais le noter, pour l'instant, je mettrais un bon 15-16 sur 20. Berserk étant à 20 forcément. Voilà, il y a du bon potentiel. Vraiment, allez-y les yeux fermés. On passe aux comics. Je vous ai également parlé de ce comics dans la vidéo précédente. Batman vs Deathstroke chez Urban Comics. Alors, le speech de base, j'en ai pas trop parlé la dernière fois, je vais m'étendre un petit peu plus dessus. Voilà,
une bombe arrive entre les mains de Batman. Damian, que l'on présente depuis pas mal d'années comme son fils, ne le serait pas. Bruce Wayne ne serait pas le père biologique de Damian Wayne et ça serait Deathstroke. Ils se sont dit, on va faire affronter le détective le plus fort du monde contre le mercenaire le plus fort du monde. Et du coup, Batman essaye de connaître la vérité et veut que Slade Wilson, Deathstroke, lui dise la vérité. Alors Slade a vraiment une aventure avec Talia al Ghul et ce n'est pas d'ailleurs le seul personnage de l'univers Batman qui va passer par le lit de Talia, puisqu'on peut compter également Bane, on peut compter également Red Hood, donc Jason Todd. Voilà, il y a plein de personnages qui sont passés avec la Belle Brune. Batman casse tous les coups, tous les contrats de Deathstroke pour qu'il lui en parle, pour qu'il lui dise la vérité. Et Deathstroke en fait s'en fout, mais littéralement. Lui, il a déjà des enfants, un de ses fils est mort. Damian Wayne, il s'en tamponne complètement. Et l'aventure continue, voilà, je ne vais pas raconter tout ce qui se passe. Le scénario, même si c'est pas le meilleur scénario du monde, fait super bien le travail, il est très très bien. Graphiquement, regardez cette double page, l'affrontement tant attendu entre les deux protagonistes, c'est magnifique. On en voit encore une ici, voilà, vraiment, les artistes qui sont passés dessus sont très très doués. Il n'y a pas de différenciation entre les chapitres comme on peut trouver d'ailleurs dans certains comics. Là, c'est vraiment du bon de A à Z, l'histoire est vraiment bien, en un seul tome. Comme je vous l'ai dit, elle s'intercale entre plusieurs tomes de Deathstroke Rebirth. Ça fait vraiment le travail, on passe un super moment, moi je me suis régalé à le lire. Je montre quelques couvertures de la galerie à la fin. Francisco Mattina, un tueur ce type, quoi. Vraiment magnifique. Pareil, un bon 15-16 sur 20, ça fait vraiment le travail. Vous passez un agréable moment. Vous pouvez y aller, les yeux fermés là aussi. Toujours chez Urban Comics, Deceased Up at World Ends. Donc comme je vous en ai parlé, un des tomes de la série Deceased qui s'intercale au cours du premier numéro. Je ne vais pas revenir sur la chronologie de Deceased. D'ici aux États-Unis, Urban l'ont franchement mal expliqué. Vous avez, je rappelle, le tome numéro 1. Ça pose les bases de Deceased. Il n'y a pas de souci, qui était très bien d'ailleurs. Vous avez ensuite le tome Unkillables qui se passe juste après, à la fin du premier, après, mais en parallèle. Donc là, il n'y a pas de souci. Et celui-ci se déroule au cours du tome numéro 1. C'est-à-dire qu'il faut lire une grande partie du tome 1 et s'arrêter à la fin avec au dernier ou à l'avant-dernier chapitre. Lire ça, ce qui n'est pas vital d'ailleurs, et ensuite finir le tome 1. Voilà, une chronologie pourrie comme on en a rarement vu. Le gros point négatif. Autre point négatif de ce tome-là, les dessins sont dégueulasses. Et oui, tous les dessins pratiquement ressemblent à ce genre de choses. Sérieux, regardez-moi ce Superman là. Oh, mais c'est horrible, 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 horrible. Alors le speech de l'histoire, pour faire simple, l'épidémie d'antivie se répand aussi bien chez les humains que chez les super-héros ou super-vilains. Voilà, donc certains super-héros que vous avez pu voir, Superman, Wonder Woman, Flash, Damian Wayne, etc., etc., essayent de sauver le plus de monde. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Mais un des grands anti-héros, on va dire, de l'univers d'ici est contaminé à son tour et va poser fortement problème à tous les héros et à toutes les personnes qui essaient de survivre dans ce monde apocalyptique. C'est juste, voilà, gros super vilain à taper. Le scénario, ça vole pas très très haut. Bon, il y a du zombie, il y a des idées qui sont intéressantes, mais franchement, c'est celui que j'ai le moins aimé des 3 Deceased pour l'instant, même si c'est quand même un univers que j'aime bien. Il y a quand même des retournements de situation des fois qui sont sympathiques, mais je reste vraiment sur ma faim sur celui-là. Je rappelle que la couverture est magnifique, mais que Swamp Thing n'apparaît pas du tout dans le scénario. Des choix éditoriaux pas faciles, une chronologie débile, l'histoire pas terrible. Voilà, celui-là, il est très décevant. Si vous ne l'avez pas pour la collection et que vous ne le lisez pas, ce n'est pas dramatique. Je mettrai un 7 sur 20 en qualité de professeur. On passe aux comics indépendants. On finit ces lectures en beauté avec une de mes séries coup de cœur, je vous en ai déjà parlé, les Tortues Ninja chez iComics. Alors voici le tome numéro 1 qui correspond du
coup normalement au tome 5, hein, si vous vous rappelez bien, puisque le tome 0 correspond aux 4 premiers tomes qui étaient sortis dans le run paru chez IDW aux États-Unis. Je vais d'abord commencer par remercier iComics d'avoir ressorti le tome 0. Si vous voulez vous lancer dans les tortues, il faut absolument commencer par le tome 0. Ne commencez pas par celui-là. Vous n'allez rien comprendre. C'est pas très grave si vous commencez par celui-ci parce qu'il n'y a pas non plus eu de gros enjeux dans les 4 tomes précédents, enfin dans le tome 0, mais voilà, il y a des petites choses qu'on va pas comprendre de pourquoi ça commence là, pourquoi il se passe ces choses-là dans ce tome. On ne va pas comprendre pourquoi on commence là et que par exemple Donatello est en dépression. Si vous n'avez pas lu la fin du tome 0, vous ne comprenez pas. C'est pas un gros détail, mais c'est un peu dommage de commencer comme ça. Donc dans le tome 1, qu'est-ce qui se passe? Les 4 tortues passent un portail qui les téléporte dans la dimension X en fait, sur une planète dont j'ai oublié le nom parce que on s'en fout complètement. On va l'appeler planète Tartampion si vous voulez. Et en fait, il tombe sur une guerre qui se place entre cette planète-là et les hommes de Krang. C'est l'occasion d'insérer Krang. Krang était déjà apparu dans le tome 0, mais n'avait pas en fait rencontré les tortues, même s'il en parlait avec d'autres personnages. Là, il se rencontre enfin. La série Tortue Ninja est vraiment bien construite, dans le sens où en fait les personnages sont tous amenés petit à petit, on les voit quasiment tous au début, hein, ils sont tous présentés, mais en fait le maillage pour qu'ils se rencontrent se fait vraiment de façon très intelligente, et ça c'est vraiment un point clé et un point très fort de la série. Alors le tome là, vraiment, c'est vraiment pas le meilleur du tout, parce que voilà, c'est les tortues qui font Rambo, et qui font la guerre, et franchement... c'est pas terrible. Graphiquement, c'est dégueulasse. Là aussi, c'est moche de chez moche. Il n'y a aucune planche pour sauver l'album. Je vous avais dit dans ma précédente vidéo sur le tome 0 qu'on était habitué au premier chapitre, qui correspond aux 3 premiers volumes, à un trait d'un dessinateur, et que dans les derniers chapitres, en fait, ça changeait. Et là, en fait, on retrouve la même patte graphique qui est immonde. Il n'y a aucune planche pour sauver l'album. C'est moche de A à Z. Franchement, si vous commencez par ce tome-là, je comprends que certains n'ont pas poursuivi, en fait. Ça, c'est le problème vraiment dans les comics, c'est que dans certaines séries, vous avez plusieurs dessinateurs qui s'enchaînent avec des styles graphiques différents, et surtout des fois on passe de super planches à des trucs vraiment dégueulasses juste après. Je comprends pas que des éditeurs comme IDW, DC Comics, Marvel acceptent ça, je comprends pas. Voilà. C'est peut-être aussi parce que je viens du monde du manga où en fait l'auteur, qui est souvent le dessinateur d'ailleurs, fait toute sa série de A à Z, et même si les assistants font le décor, les personnages, voilà, ils sont toujours bien représentés parce que c'est toujours le mangaka qui s'en occupe. Là, c'est pas le cas dans les comics, et franchement, moi, ça me rebute vraiment. Alors, je pense qu'ils sont vraiment inspirés de Legend of Zelda et de Mario, puisque vous avez... Là, c'est la princesse de la planète Tartampion. Voilà, si ça, c'est pas un mélange entre Zelda et la princesse Peach de Mario, je comprends plus rien, vraiment. Le gars sous la couverture, il ressemble à Link en punk avec les yeux violets. J'espère que ces personnages-là ne réapparaîtront pas parce qu'on s'en fout d'eux, c'est des personnages vraiment secondaires. Les tortues à la fin reviennent sur Terre, là, je ne spoil pas vraiment grand-chose, je pense, et l'histoire continue, et continue bien. On enchaîne avec les Tortues Ninja tome 2 et tome 3, toujours paru chez iComics, qui sont La Chute de New York partie 1 et partie 2. Passez l'épreuve du tome 1 et vous allez avoir le bonheur de découvrir le tome 2 et le tome 3 qui sont La Chute de New York. Cet event est juste magnifique. Graphiquement, les tomes s'améliorent puisque c'est Mateus Santoluccio qui reprend le run à partir de ce tome-là pour l'instant. Je ne sais pas jusqu'à quand, j'espère jusqu'au bout, parce qu'il a vraiment un style graphique qui est magnifique. Voilà quelques idées. Voilà, vous avez Cityfall qui est écrit. Voilà, il est écrit en chaque début de chapitre de façon différente et vraiment toujours bien amené. Très sympa. Il arrive à retransmettre des scènes de baston qui sont vraiment assez sympas. Au niveau de l'histoire, on arrive enfin sur Shredder qui prend une place plus active puisque en fait il attaque les différents gangs qui contrôlent New York pour les fédérer et prendre sa place, et en fait il va en profiter pour kidnapper une tortue. Je ne vais pas te dire pourquoi parce que là ça serait vraiment du gros spoil et c'est tout l'important des 2 tomes. Et en fait les 3 autres tortues essayent de récupérer
La tortue manquante. L'idée est super bien, il y a un fond de guerre de gang qui se fait. On retrouve des personnages qui étaient apparus avant. Alors il y a juste le premier chapitre du tome numéro 2 qui est écrit et dessiné par Kevin Eastman, le papa des tortues, donc avec un style graphique qui est vraiment très très différent, qui est vraiment très très old school, mais on peut le pardonner celui-là parce que c'est le créateur des tortues, voilà, pas comme dans le tome 1 où c'est juste dégueulasse pour être dégueulasse. L'idée est super bien, honnêtement, quand on voit les couvertures, il y avait des détails que je n'avais pas compris quand je l'ai pris, quand je l'ai acheté, et à la lecture, après j'ai regardé la couverture, je fais ah mais ça y est, je comprends, et c'est vraiment super bien amené. Il y a des rivalités qui se créent, il y a des tensions qui se créent, il y a d'autres relations qui se créent aussi. C'est vraiment un bijou cette série. Allez lire les Tortues. iComics fait un super boulot sur cette série. Ils vont, comme je vous ai dit, prolonger la suite. On devrait avoir tout le run IDW. Ils continuent à sortir les tomes classiques puisque le tome 3 devrait sortir septembre ou octobre de cette année. Il y a vraiment un gros engouement à avoir sur cette série. Je la recommande fortement. C'est dommage qu'il y ait ce tome 1 qui gâche tout parce que entre le tome 0 et le tome 2, il y a très peu de choses pour l'instant. Si vous lisez jusqu'au tome 3 comme moi, qui sont importantes dans le tome 1 qui réapparaissent plus tard. Pour l'instant, en tout cas, peut-être que ça va arriver dans les autres tomes, je ne les ai pas encore lus. Pour l'instant, l'important c'est de lire le tome 0, les tomes 2 et 3 et le secret du clan foot pour comprendre ce qui se passe. Le tome 1, c'est pas nécessaire dans l'histoire à l'heure actuelle puisqu'il n'y a pas de retour des événements qui se sont passés dans le tome 1 sur les tomes 2 et 3. Alors peut-être que dans les tomes d'après ça va arriver, bon, mis à part l'arrivée de Krang, hein, il faut bien l'amener à un moment face aux tortues, donc là c'est fait dans le tome 1. Mis à part ça, vous lisez le tome 0, il faut lire le tome 1, vous le lisez, après vous l'oubliez presque parce que ça ne sert pas à grand chose pour l'instant. Vous l'avez dans la collection et après régalez-vous avec le tome 2 et le tome 3. C'est des bijoux. Autant le tome 1 je mettrais 6 sur 20 parce qu'il faut quand même intégrer Krang, mais c'est tellement moche, c'est tellement les personnages qui sont fades, qui ne sert à rien. Autant le tome 2 et le tome 3, je monte de suite à 16. Graphiquement c'est beau, l'histoire est bien, c'est super bien amené, il y a des rebondissements dans tous les sens, il y a des scènes de combat qui sont géniales. Voilà, foncez sur les tortues, lisez La chute de New York. C'est un bijou. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour recevoir des notifications sur la sortie des prochaines vidéos. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez lu, à me donner vos avis sur ce que j'ai lu, qu'on puisse en débattre. Mettez également des pouces s'il vous plaît, ça aide toujours pour le référencement. N'hésitez pas également à partager mes vidéos, ça m'aide toujours à grandir et à me faire connaître auprès de YouTube. C'était Prof et Geek, je suis très content d'avoir fait un petit bout de chemin dans ce multivers de la pop culture. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!